Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Aujourd'hui, nous accueillons Grenoble École de Management et son master spécialisé manager de la stratégie et de la performance achat. Pour nous en parler, 3 invités de marque. La première, Delphine Rosé, directrice du programme, avec un enseignant, un professeur en négociation, Pierre Anger, ainsi que Thomas Hubert, un ancien étudiant du programme. Alors, ils sont tous les 3 là pour répondre à toutes mes questions, mais avant cela, nous commençons avec le traditionnel pitch. Le pitch, donc c'est 60 secondes, Delphine, pendant lesquelles vous allez nous présenter le master dans des grandes lignes. Est-ce que vous êtes prête? On va dire ça. Alors, je vous écoute. Ok, ce que j'aurais envie de dire pour vous présenter le master, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un écosystème de plus en plus mouvant et complexe et que les fonctions achats deviennent de plus en plus stratégiques dans les organisations. Voilà. Et donc, face à ces enjeux, le master achat a pour vocation de former les professionnels des achats au service de leur écosystème, et ça, c'est important, en exerçant leur métier de façon éthique et responsable, de sorte aussi qu'ils soient prêts à évoluer vers le management de la fonction. Aussi, dans le contenu, on a à la fois des cours qui vont être plutôt macro autour de thèmes autour de la géopolitique, de la responsabilité sociale de l'entreprise, des cours qui vont avoir plutôt une dimension stratégique et enfin des cours avec une dimension très outillage et opérationnelle. Un point important aussi sur l'orientation de ce master, c'est qu'il est de plus en plus coloré vers une dynamique responsabilité sociale des organisations. Enfin, ce master se fait en alternance. C'est un titre niveau 7 qui est labellisé master spécialisé par la conférence des grandes écoles. Merci, voilà. On était à 60 secondes, presque tout pile, Delphine. On a bien évidemment 30 minutes pour parler de tout ce que vous venez d'évoquer et bien plus encore à travers le programme. Vous l'avez dit, c'est un programme qui se fait en alternance, 15 mois d'alternance avec une école à Grenoble. Est-ce que c'est handicapant pour trouver une entreprise qui ne soit pas située dans la région, Delphine? Je ne crois pas, parce qu'il y a des très très belles entreprises dans la région Rhône-Alpes. Et puis, le master, on a aussi pas mal d'étudiants qui réalisent leur master en ayant une entreprise en région parisienne ou ailleurs, et puis qui reviennent une semaine sur Grenoble le temps des cours, et qui s'organisent à ce moment-là entre gens de la promo pour aménager leur temps scolaire et extrascolaire. Alors Thomas, toi qui es diplômé maintenant, comment s'est passé, comment se sont déroulés ces 15 mois, chez qui tu étais, comment tu as trouvé, est-ce que GEM t'a aidé dans cette démarche? Alors moi, j'étais ni dans la région Rhône-Alpes, ni en France, puisque j'ai fait ma formation, en alternance, j'étais en Suisse. Donc voilà, il y a aussi cette dimension internationale. Et donc j'étais à la Fédération internationale de l'automobile. Et donc tout à fait possible, à la fois d'effectuer ses études à Grenoble, en même temps son alternance autour. Je sais parce qu'il y avait des questions, des interrogations à cet endroit-là. Vous l'avez aussi dit, Delphine, et alors à ce moment-là, je vais m'adresser au professeur, Pierre. Comment vos cours s'assurent d'affronter les problématiques futures et d'être encore d'actualité dans 5 ans, avec justement ce dynamisme dont Delphine a parlé? Le corps professoral a une mission qui est à la fois, comme Delphine l'a dit, de pouvoir enseigner ou de développer des compétences solides pour les acheteurs. Les acheteurs, aujourd'hui, ils font du sourcing, ils gèrent des partenariats, ils gèrent des fournisseurs, et également pour faire face aux enjeux de demain. Et ça veut dire que on intègre à la fois la recherche. Je pense notamment à Hugues Poissonnier qui travaille beaucoup sur la collaboration avec les fournisseurs. Donc à GEM, on a une activité de recherche, on intègre des techniques, les enseignements de ces recherches dans nos propres enseignements. Et également, il y a une part significative des intervenants qui viennent du monde de l'entreprise et qui sont en capacité d'accompagner les étudiants dans des problématiques que leurs clients ou leurs employeurs rencontrent. Moi-même, par exemple, je ne suis pas qu'enseignant à l'école et j'interviens dans des organisations, dans des entreprises, dans le domaine des achats, très régulièrement. Donc c'est aussi d'être sur le terrain qui va se permettre de se garantir d'être vraiment au contact des problématiques et donc de pouvoir directement les traiter et d'une certaine manière les envisager. Delphine, vous avez parlé de cette dimension aussi de plus en plus écologique, responsable des achats. C'est vraiment possible de lier achat et écologie? Alors, on est sur l'écologie, on est aussi sur la responsabilité sociétale.
Donc, quel est l'impact de l'acheteur, de la fonction achat dans la façon d'acheter, de se comporter pour être dans cette dynamique-là. Donc, il me semble qu'en tout cas, c'est quelque chose, une tendance qui est à prendre très au sérieux. C'était important ça pour toi, Thomas, justement que ton école intègre cette dimension-là aussi dans les achats et puis soit en avance d'une certaine manière à cet endroit-là? Les achats, ils mettent en œuvre la stratégie de l'entreprise et de son organisation. Donc, il faut effectivement, on retrouve en tout cas dans le master ce lien avec la réalité. Et puis même, la formation donne de la vision et de l'anticipation. Moi, je suis sûr que dans 10 ans, si je rouvre mes cours, j'aurai, en tout cas, il y aura forcément des cours qui vont pouvoir répondre aux attentes actuelles. Et puis alors, les achats, c'est aussi beaucoup de soft skills. On a parlé d'un peu de hard skills, de contenu, mais en termes de soft skills, alors il y en a qui vont dire, voilà, il faut être une espèce de négociateur de génie, il faut être très à l'aise à l'oral, la capacité de convaincre. Quels sont les soft skills, Pierre, que je vais développer, alors dans le cours de négociation, du coup, j'imagine, et puis après, de manière plus générale, au sein de la formation? L'acheteur, il a un défi technique. Hein. On est, comme vous l'avez dit, les hard skills, il y a beaucoup de savoir-faire en fait. Hein. Donc on a accès à une grande boîte à outils qui va prendre avec des outils spécifiques achat, mais des outils qui viennent de la production, de la qualité, du droit et d'autres. Et donc on a une fonction où on a une grande variété de compétences possibles. Deuxième élément, comme vous l'avez mentionné, l'acheteur, il est au centre d'un écosystème. Delphine en parlait au début. Cet écosystème dans l'entreprise. L'acheteur, il a un défi relationnel important. Il est à la fois, il fédère des enjeux, des priorités qui peuvent être différentes au sein de l'entreprise, au sein de l'organisation pour laquelle il travaille, et il fait le lien avec les fournisseurs. Donc non seulement il y a un enjeu de communication, il y a un enjeu d'influence, il y a un enjeu de capacité à trouver un équilibre entre ces différents objectifs. Et donc, l'acheteur d'aujourd'hui, il est un peu un chef d'orchestre, on lui demande à la fois de pouvoir performer opérationnellement sur des tâches typiques des achats, mais également d'avoir une hauteur de vue qui est celle digne d'un responsable de fonction, quoi. Donc, c'est un métier qui a évolué dans la bonne direction, je trouve, à ce niveau-là. Alors, un métier qui évolue dans la bonne direction, mais je me suis dit aussi, bon, on n'achète peut-être pas des boîtes de médicaments comme on achète des voitures, comme on va acheter, j'en sais rien moi, de l'essence par exemple. Et alors je me demandais, Delphine, est-ce qu'il était possible de se spécialiser? Disons que dans la formation, en tout cas, ce qu'on a prévu, c'est des cours plus spécifiques par famille d'achat. Voilà. Donc, je ne saurais pas vous dire s'il faut se spécialiser à tout prix, mais en tout cas, je pense que c'est important d'avoir un vernis sur différentes familles d'achats pour pouvoir répondre et avoir de la mobilité, de la flexibilité dans sa vie professionnelle. Si tu as quelque chose que tu veux rajouter de ton expérience. Moi, ce que je pense, c'est que en fait, il y a plein de métiers d'acheteurs. Et oui, l'acheteur se spécialise au fil de l'eau. Donc, on va dire, une base commune, on a des fondations communes. Et après, en fonction de ce que l'on cherche ou des opportunités qu'on peut saisir, des domaines d'activité où on est, dans ce cas-là, oui, il y a de la spécialisation. Et alors, à GEM, ça a été présent? Présente. Alors oui, je vais prendre par exemple un exemple sur le cours des systèmes d'information achat, ou des cours sur les matières premières, des cours sur les systèmes d'information, enfin le big data. Il y a eu des cours sur le big data. Voilà. Dans le cadre du GEM Learning Model, on utilise également beaucoup Learning by Cases, donc utiliser les cas. Et dans le cadre du choix des cas, on a l'opportunité après derrière de pouvoir aller creuser un sujet ou un autre au-delà de la partie compétences achat, mais d'aller plus dans je sais pas moi, là on prend un cas où on va travailler sur du logiciel, on va creuser peut-être cet aspect-là, ou un cas achat d'énergie, dans le cadre de la négociation, c'est ce qu'on fait en tout cas. Chaque cas est une opportunité d'aller plus loin, et également, comme ce sont des étudiants en apprentissage, toujours pas partie du GEM Learning Model, c'est qu'on essaye de capitaliser sur les savoirs que développent les étudiants dans le cadre de leur entreprise, et donc on peut faire intervenir ceux qui sont en train de se spécialiser sur un domaine ou un autre, et donc d'enrichir la classe avec ces échanges.
Ça va être une formation ultra professionnalisante, enfin ultra pratique d'une certaine manière, puisque d'un côté, on va pouvoir confronter la théorie directement à l'entreprise et en même temps, la théorie va être confrontée directement à la pratique, puisque on va avoir affaire à des professeurs qui sont directement sur le terrain. Alors, ce qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui, en tout cas pour le moment, ce sont les clichés qu'on pourrait rattacher au métier des achats ou même à Grenoble École de Management. Et ça fera la rubrique des clichés qu'on va le savoir. Les clichés, donc, ce sont ces idées préconçues toutes faites qu'on pourrait avoir concernant les achats. Thomas, quel est le premier cliché qui te vient à l'esprit, toi ? Alors pour moi, le cliché, c'est plutôt que le cliché, alors pas sur la formation, mais sur l'école, c'est on achète le master. Donc c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on n'est pas dans la formation. Alors le master s'achète pas du tout. Déjà, il y a une phase de sélection, donc il faut passer cette phase-là. Et puis après, il y a effectivement des rendus de groupe, puis un gros rendu personnel qui est la thèse de recherche. Et puis quand on est alternant, en fait, on paye pas son master, on est payé pour faire son master, ce qui est encore une autre dimension. C'est-à-dire non seulement c'est pas toi qui vas le payer puisque c'est l'entreprise ainsi que les organismes qui vont payer tes études, mais en plus de ça, tu vas être payé pour les faire. On est d'accord ? On est bien d'accord. Voilà, et donc c'est vraiment qui justement amène aussi une dimension. Alors effectivement, on rentre typiquement dans le concret, mais comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça amène aussi une dimension de gestion du temps, puisque il faut pouvoir jongler entre les deux. Alors ça, oui, je te poserai une question justement à cet endroit-là sur un conseil que tu pourrais donner ou quels sont les bons réflexes à adopter, mais ça sera vraiment dans la partie juste après. Pierre, quel est le cliché qui vient à l'esprit ? Moi, j'ai un cliché autour de ma matière, hein, une de mes matières qui est la négociation. Les acheteurs, sont des grands marchandeurs, ils essayent de manipuler les fournisseurs pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est un cliché contre lequel personnellement je me bats depuis longtemps. On a besoin de négocier justement quand on peut pas obtenir ce que l'on veut par d'autres moyens. Et donc je crois aux vertus de la négociation pour générer des accords qui sont porteurs de sens pour les deux organisations et qui permettent d'avoir de la valeur ajoutée pérenne. Donc en tout cas dans les cours de négociation, on n'est pas sur des méthodes de négociation qui prendraient la manipulation comme élément principal, on va dire ça comme ça. Une espèce de négociation agressive. Alors effectivement, ça en période d'inflation, c'est un cliché qui est de plus en plus ramené sur le tapis avec notamment la grande distribution où il y a eu un grand débat à ce sujet-là. Donc je comprends le cliché que vous évoquez. Alors les acheteurs de grande distribution, ils ont un métier qui est un peu différent des acheteurs industriels et donc si on veut faire des grandes choses avec ses fournisseurs, on est obligé de le faire dans un mode collaboratif. Voilà. Donc sinon, la valeur ajoutée qui est générée, elle est forcément à l'aune du rapport de force qui existe entre vous et vos fournisseurs. Et si vous préférez dans des rapports de force toujours favorables, eh bien vous allez perdre beaucoup d'opportunités de générer de la valeur pour votre entreprise. Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle la négociation raisonnée, tout en étant tout à fait lucide par rapport justement aux enjeux clients-fournisseurs qui sont présents et toujours en rattachant la pratique, en tout cas de négociation en ce qui me concerne, à son utilité dans le cadre de la gestion du cycle de vie des achats. Ça reprend aussi une des valeurs de GEM qui est la bienveillance, ce que vous expliquiez. Donc je trouve que c'est aussi intéressant de voir que dans vos cours, vous appliquez cette valeur que vous affichez. Tout à fait, et ça n'empêche pas l'exigence, bien au contraire. Oui, c'était la deuxième valeur. Delphine. Les acheteurs sont des cost killers. Ah, allons-y. Ne sont-ils pas ? Ça me permet de rebondir sur ce que dit Pierre par rapport à ça, avec cette idée que les achats, c'est simplement réduire les coûts. Je pense que la fonction achat, elle est bien au-delà de ça. Et qu'aujourd'hui, on est même dans quelque chose d'inversé. Vous n'êtes pas sans savoir que sur certaines matières, il y a des pénuries pour s'approvisionner. Donc si la posture de l'acheteur reste juste de couper les prix, ça va poser un petit problème. Donc pour moi, le métier d'acheteur, c'est avant tout un métier visant la collaboration, le partenariat pour créer de grandes choses et sur la durée. Voilà, on n'est pas sur du one shot et je vais écraser l'autre. Voilà. Et tout ça, c'est au service d'une entreprise et d'un écosystème. On peut parler aussi au service de la cité.
de regarder les choses de façon beaucoup plus large. Bienveillance, exigence, responsabilité, les 3 valeurs sont là à l'intérieur de ces 3 clichés. Merci de vous être prêté à cet exercice et abordons sans plus tarder la vie étudiante et l'international. Thomas, 50% des cours à peu près sont en anglais. Les achats, c'est quand même un univers qui est assez technique. Est-ce que c'est compliqué de s'adapter à des cours en anglais? Est-ce que ça fait simplement partie des enjeux internationaux de la fonction? Et en fait, il faut savoir parler anglais. Voilà, on l'a utilisé, Cost Killer, par exemple. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'au contraire, tu as connu des étudiants, des collègues qui étaient en difficulté? Alors, je dirais que la formation, elle n'est pas là pour faire apprendre l'anglais. Alors, on a de fait, donc il faut quand même arriver avec un bagage anglais suffisamment important sans être bilingue. Il y a, comment dire, le vocabulaire technique, c'est un vocabulaire qu'on acquiert finalement assez facilement. Pour ma part, personnellement, ça a été un peu difficile dans le sens où j'ai dû m'y remettre parce que précédemment, en fait, ça faisait longtemps que j'étais pas dans un environnement en anglais, mais finalement, ça revient assez vite. Et puis une question cliché pour vous, Delphine. Est-ce que Grenoble est une ville suffisamment internationale pour étudier une matière aussi globale que les achats? Au-delà de la ville, je pense que il y a comment cette ville est entourée de belles entreprises internationales aussi. Si je rebondis sur ce que dit Delphine, Grenoble est une des villes dans lesquelles l'écosystème est le plus international en France. C'est une ville de plan mondial sur un stand de technologie. Tout ce qui est semi-conducteur d'un côté, tout ce qui est énergie aujourd'hui de l'autre. Donc c'est une ville où le nombre d'étudiants et le nombre de professionnels non français est extrêmement significatif. Donc sur cette exposition internationale, il y a aucune problématique particulière sur ce sujet-là. C'était bien évidemment, c'était une question cliché, c'était aussi pour pouvoir justement le mettre en avant, et à tous ceux qui pourraient se demander, est-ce que j'ai envie d'aller étudier à Grenoble? Est-ce que ça va aussi me permettre de donner vie à mes ambitions internationales? C'était plus une manière de pouvoir en tout cas faire taire ce cliché ou cette idée reçue. Thomas, 1 semaine de cours en présentiel, 3 semaines de cours en entreprise. Tu l'as un peu évoqué dans les clichés justement, cette capacité, cette injonction d'organisation. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile à suivre comme rythme? Est-ce qu'il y a des choses à faire à tout prix si on veut vraiment pas prendre de retard dès les premières semaines? Alors, pas prendre de retard, ça c'est vrai, et c'est vrai finalement tous les mois, c'est-à-dire que quand on sort d'une semaine de cours, on a souvent une semaine derrière où il faut rendre, on a des devoirs à rendre, et bien souvent, la semaine avant les cours, on a aussi des choses à faire puisqu'on prépare des rendus pour les prochains cours. Après cette alternance d'une semaine par mois, finalement, elle est, comment dire, si j'aurais pas pu intégrer le master, s'il y avait eu des cours toutes les semaines, de par la géographie, la distance que j'ai en fait avec l'école. Donc pour ça, c'est une bonne chose, je pense. Tu parlais du processus d'admission en disant non seulement on n'achète pas son master, mais pour ça il y a un processus d'admission, il y a un entretien avec un jury, comment il se passe? Qu'est-ce qu'on te pose comme question? Quels sont les conseils que tu pourrais donner à ceux qui vont sûrement être amenés à passer cet entretien? J'aurais envie de dire qu'il faut se préparer comme tout entretien d'embauche, c'est-à-dire que il faut mettre en avant en tout cas sa motivation qu'on a pour le master, sa motivation, l'intérêt qu'on a pour les achats, et puis d'une certaine manière les compétences déjà acquises d'un point de vue langue, d'un point de vue cours précédent. Alors peut-être Delphine, est-ce qu'il va y avoir des questions qui vont sortir un peu du lot, comme vendez-moi ce stylo, ce genre de pareil, ou est-ce que c'est plutôt racontez-moi la cohérence qu'il y a entre d'un côté votre parcours, c'est moi projet école, j'ai une personnalité qui s'adapte à mon projet, qui s'adapte au master en question, et simplement cette cohérence suffit à pouvoir passer ce test? Je vais vous répondre en vous disant un peu de tout. Avec effectivement une importance donnée à, en tout cas, une ambition, un projet, quelque chose de l'ordre de la cohérence, et aussi quels vont être les comportements ou comment je peux témoigner que je suis dans des soft skills qui sont en lien avec ceux qu'on a envie de développer. Comment je peux mettre en avant les comportements qui vont démontrer que je suis capable de créer quelque chose, en tout cas j'ai l'intention d'être dans la collaboration. Donc il va y avoir à la fois des choses très parcours passé et puis plutôt personnel.
autour de la motivation, des ambitions, du projet, d'état d'esprit général. Et puis il y a une dernière dimension que j'aimerais aborder avant de passer au qui suis-je avec toi Thomas, c'est de parler de la promotion. On n'a pas beaucoup parlé des autres étudiants. Comment se passe l'entente, comment est la cohérence entre les étudiants? Est-ce qu'on arrive à créer malgré tout un lien, se façonner un réseau, alors qu'on va passer une partie de son temps en entreprise, une partie de son temps en école, et qu'on va finalement être un peu dispersé? Est-ce que malgré tout, on a une sensation d'appartenir à une promotion et de se créer vraiment des liens et un futur réseau pour sa vie professionnelle? Alors le sentiment d'appartenance, il est entier, puisque on passe une semaine entière ensemble. Il faut qu'on soit soudés, puisque il y a beaucoup de travaux de groupe. Et puis pour les travaux de groupe qu'il faut rendre avant ou après la semaine de travail, on est toujours en contact le soir ou le week-end. Mais souvent, en fonction des disponibilités des gens, c'est le soir. Donc ça complètement. Et puis après, en termes de cohérence, il y a plein de parcours différents dans la formation. Peut y avoir des anciens professionnels en reprise d'études. On a des étudiants qui viennent pas tous de la même école, qui n'ont pas tous fait le même parcours. Et ça, c'est quelque chose qui est très enrichissant puisqu'on apprend aussi des autres. Merci Thomas. Donc voilà, c'est aussi une manière de se rassurer, de se dire on va aussi pouvoir créer des liens. Il va y avoir une autre richesse de ce programme, c'est aussi cette variété, cette diversité parmi les étudiants sélectionnés, leur parcours. On parle depuis à peu près 20 minutes ensemble. Maintenant, ce qui serait temps, c'est peut-être de mettre des images sur ces mots. Et c'est pour ça qu'on a inventé le Qui suis-je. Trois personnalités que je vais vous présenter. Vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, correspond le plus, le moins. Vous verrez. OMS, peut-être que vous ne choisirez pas la même personne, c'est pas grave, peut-être que vous choisirez la même personne. Dans un monde idéal, vous ne choisissez pas la même personne. Je vais vous les présenter tout de suite. Le choix que j'ai eu pour vous. Le premier, en partant de la droite, c'est Danny Ocean, à savoir George Clooney. Pourquoi je l'ai choisi dans la saga Ocean's 11? C'est un personnage qui est un acheteur, un expert en logistique qui planifie alors des vols de bijoux, certes, mais on parlait de soft skills, et il utilise ses compétences pour organiser le transport et la distribution des biens. Alors ça, c'est pour le personnage qu'il incarne à Ocean's 11. Après, on pourrait aussi prendre l'acteur. Il est également connu pour son engagement social et politique. C'est un militant pour les droits humains, la paix. Il est impliqué dans des campagnes pour les réfugiés, la lutte contre la pauvreté et l'égalité des sexes. Et c'est aussi un militant pour la protection de l'environnement. À vous de voir pour quelle dimension vous souhaitez le choisir, mais voilà, il travaille dans les achats. Tout à gauche, Christina Cordula. Alors ça, c'est un super jeu de mots. Dans les reines du shopping, les rois du shopping, elle fait énormément d'achats. Voilà, vous l'aurez compris, c'est la raison pour laquelle moi je l'ai sélectionnée, mais vous en aurez peut-être d'autres. C'est aussi une grande businesswoman. Et puis enfin, au centre, Ray Kroc, the founder, Michael Keaton. Là aussi, c'est un vendeur né. Alors, ça reprend un peu le cliché que vous évoquiez, Pierre. Donc, c'est un personnage capable de convaincre les autres de suivre son plan et sa vision. Alors, c'est un personnage qui va avoir une ambivalence, à la fois un côté positif, un côté négatif, mais son succès repose sur sa persévérance et sur son ambition. Voilà les trois personnalités que je vous propose aujourd'hui. Pierre, quel est celui ou celle que vous choisiriez pour représenter l'EMS ? Alors, Guillaume, je remercie de me donner la parole en premier parce que ça me facilite la tâche. je choisirai le premier acteur que vous avez présenté. George Clooney. George Clooney, absolument. Effectivement, organiser le cast d'un casino, je ne sais plus exactement ce qu'ils organisent comme cast, mais c'est assez compliqué. Ça tient un peu du numéro d'équilibriste, de trouver des solutions entre des contraintes budgétaires, des prix qui augmentent, des problématiques de transport, de logistique, etc. Et ça reflète bien quand même, j'ai l'impression, l'état d'esprit d'un certain nombre d'acheteurs aujourd'hui qui font face à de multiples défis, mais qui arrivent quand même à délivrer leur mission. Oui, et puis la seule différence, c'est que voilà, vous ne volez pas des bijoux, c'est quand même aussi important de le préciser. Pas que je sache. Et Thomas? What else? Moi, je dirais George Clooney aussi. Pourquoi? Mais par rapport à son personnage, c'est-à-dire que il fait de la gestion de projet en fait. Et il fait une sacrée gestion de projet. Et puis dans le cours de Master Achat, on a des cours de gestion de projet. Et moi, aujourd'hui, je suis acheteur projet. Voilà, donc ça me parle. Ce personnage me parle. Bon, alors j'ai un strike pour George Clooney. On est désolé pour les deux autres, ou pas tant que ça. Et on passe tout de suite au et après.
une thèse professionnelle donc pour valider. Hein. Thomas, est-ce que tu pourrais me dire, toi, le sujet de thèse que tu avais choisi, comment tu t'es organisé aussi, quels conseils tu pourrais donner pour réussir cette thèse? Alors, la thèse que j'ai choisie, c'est la contribution des achats à l'évolution des organisations à but non lucratif. Le conseil que je peux donner, c'est d'avoir son sujet, ou en tout cas les briques de son sujet le plus tôt possible, puisqu'il faut pouvoir avoir suffisamment de temps pour maturer son sujet, puis pour se créer une bibliographie, lire de la littérature, etc. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir commencer le plus tôt possible. C'est comme pour l'alternance, donc hein, c'est dès le début qu'il faut prendre les bons réflexes. La thèse se prépare aussi dès qu'on peut, le plus tôt possible, avec notamment la possibilité de pouvoir y travailler un peu tous les jours. Dans le poste que tu occupes actuellement, Thomas, quelle est la part de responsabilité du MS? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as appris dans le MS, dont tu te sers actuellement, quotidiennement, et qui te sert encore tous les jours dans le métier que tu fais? Ce que je pense, c'est que le contenu qu'amène la formation, c'est un contenu qui va nous servir pendant très longtemps, puisque finalement, on apprend des choses qui nous servent tout de suite, mais on apprend des choses qui nous serviront aussi plus tard. On va apprendre des choses opérationnellement, donc ça va être tout de suite, mais on va apprendre aussi des choses sur du management d'équipe, sur la mise en place de stratégie, donc ça, c'est des choses qu'on apprend plus tard. Voilà, donc c'est surtout un bagage, en fait, sur le long terme. Très bien, merci pour ces précisions. Pierre, quelles sont les qualités principales des professeurs? Alors, vous représentez les professeurs aujourd'hui, évidemment, hein, et ils ont tous leur personnalité, mais les traits communs, les soft skills communs des professeurs de ce MS, quels sont-ils? Je crois que vous en avez cité deux hein, qui sont dans les valeurs de l'école. C'est la bienveillance auprès des étudiants. Comme l'a indiqué Thomas, on a une mission d'opérationnaliser la pratique de ces acheteurs qui sont en poste aujourd'hui, hein, parce qu'il y a un apprentissage. Et de l'autre côté, on est aussi là pour les aider à acquérir, à voir plus loin, en fait, à prendre de la hauteur, à réfléchir, à s'interroger sur les grands enjeux d'aujourd'hui. Et également sur la partie à savoir-être, où là, on essaye d'amener les étudiants à réfléchir, à prendre de la hauteur et aussi à réfléchir à propos d'eux-mêmes, de leur motivation, de leurs compétences, notamment en savoir-être, et vers où ils veulent les emmener. Ce qui se jouera bien évidemment au-delà de la formation initiale. Alors, j'aime bien faire passer ce test, en général, aux directeurs ou aux directrices de programme, à savoir en quoi seriez-vous, êtes-vous une bonne directrice? La question que je vais vous poser, peut-être, puisque vous avez de l'expérience au sein de ce MS, c'est que disent vos étudiants de vous? En quoi je suis une bonne directrice? Je pense que c'est parce que je mets avant tout la relation humaine au service de la réussite. Voilà. Et donc j'accorde de l'importance autant que je peux au lien avec les étudiants, au lien avec les équipes pédagogiques, et puis de permettre de créer un cadre qui permette à la fois de se sentir en sécurité et à la fois de gagner en liberté. Merci, effectivement, ce n'est pas une question facile, hein, mais en général, celle qu'on pose aussi aux étudiants. Pourquoi est-ce que vous êtes fait pour ce MS? Donc, j'aime bien retourner cette question. Et puis, une dernière question avant de passer au temps additionnel, Delphine. Concrètement, à la sortie, vos étudiants, que font-ils? Il y a plusieurs issues. On peut se retrouver sur des postes d'acheteurs projet, d'acheteurs par catégorie d'achat, sur des postes d'acheteurs commodité, sur des postes plutôt orientés sourcing. Il y a beaucoup d'opportunités aussi dans le secteur du conseil. On peut aussi aller sur des métiers de chef de groupe. Voilà. Et puis, progressivement évoluer vers des fonctions managériales. Donc en fait, on a une pluie d'opportunités devant soi une fois qu'on est diplômé et qu'on a marqué Grenoble École de Management, master spécialisé manager de la stratégie et de la performance des achats sur son CV. Il nous reste à peine 2 minutes pour le temps additionnel. Le temps additionnel, 2 minutes pour lesquelles je vais vous laisser la possibilité de conclure. Peut-être rajouter une dimension du MS qu'on n'a pas encore abordée, compléter, appuyer sur une dimension qui a déjà été évoquée, ou peut-être même une troisième manière de conclure. Thomas, quelle serait ta conclusion? Moi, je trouve que la formation est un subtil mélange entre la théorie, la pratique, de la vision et puis de l'anticipation du métier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a grâce aux différents professeurs
C'est-à-dire qu'on a des professeurs-chercheurs, on a des professeurs professionnels et qui ont tous des expériences différentes. Je pourrais conclure en disant que, puisque c'est aussi le choix que j'ai fait d'orienter sur le master achat de GEM, c'est que même si, comme son nom l'indique, c'est un master achat, c'est une vraie formation achat. Il y a beaucoup de formations achat qui sont à 50% avec achat, management international, achat, supply chain, etc. Cette formation est une pure formation achat. Merci beaucoup Thomas. Pierre? Moi, pour le mot de la fin, je pense que je dirais deux choses. La première chose, c'est que la fonction, je dirais au global, la fonction achat, c'est une fonction hyper intéressante. On est le seul pays en France, quasiment, en France, à avoir des masters achats. Il n'y en a pas ailleurs. Donc, c'est aussi une porte d'entrée dans une fonction où on a des responsabilités extrêmement rapidement. Et on a l'opportunité de s'exporter aussi de manière facile. Donc, c'est une fonction qui est à mon sens une fonction très motivante pour des jeunes diplômés. Et dans le cadre le master achat, et comme l'a dit Thomas, est un parcours qui est un bel équilibre pour vous permettre à la fois de rentrer dans cette fonction, parce qu'on demande maintenant, toutes les entreprises demandent des spécialistes de la fonction achat, et également qui vous laisse pas non plus sur votre faim, puisque vous avez, comme l'a dit Thomas, des réflexions, des outils, une démarche, une vision, en tout cas qui va vous porter pendant plusieurs années. Donc voilà, venez au Master Achat de Grenoble. Le message est passé. Merci beaucoup Delphine. La conclusion. La conclusion, j'aurais envie de vous dire peut-être de regarder comment on peut sortir des clichés et puis ouvrir un peu les perspectives aussi. Vous m'avez posé la question vous avez posé la question du niveau d'anglais. Par exemple, dans nos étudiants, on a aussi des étudiants qui viennent avec un très très bon niveau d'anglais et qui parlent pas forcément très bien français. Simplement, qui arrivent du coup au contact des autres à se développer et ils vont soutenir leur thèse en anglais et voilà, c'est possible. On parle de jeunes diplômés, ce master il est aussi ouvert à des gens qui ont de l'expérience professionnelle et qui ont envie ensuite de venir se reformer pour obtenir un niveau 7 dans leur parcours professionnel. Donc je pense que c'est intéressant de le regarder aujourd'hui, effectivement peut-être à court terme pour des jeunes étudiants, mais ce master est aussi ouvert à d'autres gens avec une dynamique de diversité et je rappelle cette notion d'ouverture d'esprit. Merci Delphine, merci Pierre. Merci Thomas, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous êtes prêtés à l'exercice du qui suis-je, des clichés, des questions qui étaient plus difficiles à certains moments. Concrètement, responsabilité, exigence et bienveillance, c'est ce que vous retrouverez au sein du master spécialisé manager de la stratégie et de la performance achat de Grenoble École de Management. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.